Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu et des rumeurs, puisque ça bouge pas mal du côté des RTX 4000. Du coup, voyons voir un petit peu tout ce qui se passe, allons-y, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par VIP-YourCDKey.com. YourCDKey, c'est un site de vente de clés pour des logiciels, mais aussi des jeux, et ils vendent aussi un petit peu de matériel. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, eh bien, ce sont les clés Windows. Et les clés Windows, vous pouvez voir qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a des clés pour Windows 10, mais aussi pour Windows 11. Mais ce qui est important de retenir, c'est aussi que les clés pour Windows 10 permettent également d'activer Windows 11. Ça fonctionne pour les deux. Donc vous voyez qu'actuellement, une clé pour Windows 10 OEM est en vente à 18,70 €, mais si vous la mettez dans votre panier avec le code de la chaîne VC25, ça vous fait une réduction qui vous amène le prix à 14,02 €. Vous pouvez passer ensuite au moyen de paiement, et ici on a plusieurs choix. Personnellement, moi je préfère passer par PayPal, et une fois le paiement réalisé, vous vous retrouvez dans votre compte utilisateur, vous cliquez sur voir la clé secrète, et ça vous redirige vers votre clé Windows que vous retrouvez ici. Ensuite, il ne reste plus qu'à copier la clé et d'aller dans le centre d'activation de Windows, vous rentrez votre clé ici, et vous cliquez sur suivant, et votre clé est activée. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, un grand merci à YourCDKey pour sponsoriser la vidéo, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par le site pour vos clés avec mon code VC25, ça m'aide aussi concrètement, et si vous le faites, je vous en remercie. Alors on commence avec la saga Intel Arc, souvenez-vous la rumeur, la semaine dernière j'avais fait une vidéo là-dessus, eh bien c'était que les GPU Arc pour le grand public, pour la gamme desktop haute performance, étaient possiblement tout simplement annulés. Alors je le rappelle encore une fois malgré tout, c'est pas moi qui suis à l'origine des rumeurs, moi je ne fais que commenter sur si c'est possible ou pas et pourquoi ce serait possible, et c'était un petit peu le but de la dernière vidéo, tout simplement parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et bien évidemment, du côté de chez Intel, il y a eu quelques réactions de la part de Raja Koduri, qui est le responsable de la partie AXG, la partie graphique, avec un démenti qui n'en est pas non plus vraiment un. Enfin, moi je trouve que c'était un peu ambigu la façon dont il a présenté la chose, après c'est sujet à interprétation, mais je pense que si Intel voulait tout simplement répondre à la rumeur de façon ferme, ils auraient pu s'y prendre autrement. Et c'est un petit peu pareil ici avec l'interview de Tom Peterson, qui est un petit peu un des mecs du marketing qui fait un petit peu le tour en ce moment de tous les gros sites hardware, ou même de certaines chaînes YouTube. Et en gros, sur la question de est-ce que Battlemage, Celestial et tout ça, ça va arriver quand même par la suite, il a dit en gros, il a très peu de chances que ce soit annulé, mais du coup ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être annulé malgré tout. Donc bref, dans l'ensemble, on peut voir ça de deux façons différentes, soit on est positif sur le sujet et on se dit c'est pas annulé, c'est bon, ça devrait le faire, ou soit on voit ça du côté négatif où en gros ils n'ont pas non plus démenti que Arc pourrait être annulé sur les PC de bureau. Moi personnellement, et je pense que vous le savez, j'espère vraiment qu'Intel continue puisqu'on a vraiment besoin d'un troisième acteur sur le marché des GPU, ce serait un petit peu une bouffée d'air frais. Après, si Intel dans un premier temps se recentre sur des GPU un petit peu moins chers, un petit peu moins complexes, pour dire de prendre le temps de se faire la main pour revenir ensuite plus tard sur le haut de gamme, quand ils seront plus à l'aise, plus compétitifs et qu'il y a moins de problèmes software, moi ça me dérange pas, puisque là on voit bien qu'au niveau de l'accouchement de la première gamme, c'est quand même hyper compliqué, il y a eu énormément de retard, il y a eu énormément de problèmes, après peu importe d'où ça vient, toujours est-il que Alchemist, pour l'instant, c'est un petit peu la catastrophe. Donc bref, si par exemple pour Battlemage, qui est la seconde architecture, ils décident de faire une seule puce monolithique au lieu de faire du multi-chip comme c'était prévu à la base, pour dire de pouvoir sortir quelque chose, ça ne sera pas concurrentiel sur le haut de gamme. Après, si c'est concurrentiel sur le milieu et l'entrée de gamme, moi j'ai rien à redire là-dessus. Ça arrangerait beaucoup de monde à mon avis. Après, tout n'est pas entièrement négatif du côté des GPU Intel. Par exemple, on a Digital Foundry qui a fait une analyse du XeSS comparé au DLSS sur Tomb Raider, et dans l'ensemble, le XeSS s'en sort vraiment plutôt pas mal. Alors il y a quelques choses qui devront être ajustées puisqu'il y a quelques problèmes d'artefacts graphiques sur certaines choses, rien de vraiment dramatique pour autant, et dans l'ensemble, le XeSS est relativement compétitif avec le DLSS, même si le DLSS reste supérieur pour l'instant. Et le grand point positif du XeSS, tout comme le FSR, c'est que ça fonctionne aussi sur les autres GPU, ça ne fonctionne pas uniquement que sur les GPU d'Intel. Après, on attend encore de voir les performances sur les GPU des autres marques, puisque pour l'instant, ça n'a été vraiment testé de ce côté-là que sur les GPU d'Intel. D'ailleurs, on a enfin vu apparaître aujourd'hui des Intel Arc A380 en vente en Europe, en Allemagne. C'était proposé à un tarif de 189 €. Ce qui correspond à peu près au tarif qu'on avait vu aux États-Unis il y a quelques temps.
Alors c'est effectivement un petit peu cher pour une carte qui a autant de problèmes. Personnellement, hein, j'aurais préféré que ça tourne plus aux alentours des 150 €. Malgré tout, tout a été vendu. Alors je sais pas combien ils en avaient eu, hein, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui est intéressé pour tester la chose, ou soit pour profiter de l'encodeur AV1, hein, qui est pour le coup plutôt cool. À côté de ça, on a aussi Intel qui a montré le A750 au TGS, hein, au Tokyo Game Show aujourd'hui. C'est un modèle de chez ASRock. La 750 et la 770, en toute logique, hein, ça devrait plus tarder à arriver non plus. Bien évidemment, c'est très tard et ça risque de paraître bien ridicule par rapport aux futurs RTX 4000 qui vont débarquer à peu près en même temps. On a aussi vu passer Gunnir, qui était un des premiers fabricants de A380 en Chine, hein, c'est un petit peu la carte qui avait été testée partout, et ils ont sorti un modèle sans power connector, hein, donc sans alimentation externe, qui se satisfait du coup du port PCI Express des 75 watts de base. Alors bien évidemment, les performances doivent être possiblement un petit peu moins bonnes, mais bon, c'est plutôt cool de voir qu'il y a d'autres modèles qui sortent. Donc encore une fois, hein, les plans pour la suite, pour Intel Arc, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative, on verra bien ce qui se passe avec Battlemage, hein, puisqu'au niveau d'Alchemist, ça va sortir, hein, les puces sont déjà fabriquées, c'est sur le marché déjà entre guillemets. Bon là, je pense qu'Intel va vraiment enfin sortir quelque chose avant la fin de l'année. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est plus ce qui se passe ensuite. Et on continue toujours chez Intel, mais maintenant du côté des processeurs, avec Raptor Lake, hein, qui sort pour la fin de l'année. Et lors de l'Intel Tech Tour, eh bien, Intel a présenté, enfin a indiqué qu'il y aurait du Raptor Lake qui taperait du 6 GHz à stock. 6 GHz à stock, hein, c'est plutôt une mesure symbolique plus qu'autre chose, hein, puisque concrètement, en jeu ou en applicatif, ça devrait pas changer grand chose. On sait pas non plus exactement dans quelles conditions ces 6 GHz à stock sont obtenus. Et en plus de ça, hein, ce modèle, s'il sort, ce sera très probablement un 13900 KS, comme on avait eu un 12900 KS, donc c'est-à-dire des puces triées sur le volet qui sont capables d'arriver à une telle fréquence. Ça coûtera certainement beaucoup plus cher qu'un 13900K normal pour pas énormément de performance en plus. Après, c'est plutôt cool malgré tout, hein, de voir qu'on arrive enfin à passer la barre des 6 GHz, puisque ça faisait très longtemps, hein, qu'on traînait entre 4 et 5, et un petit peu plus que 5 dernièrement. Alors on passe maintenant à un des plus gros événements de la semaine, et bien c'est qu'en fait l'Ethereum est enfin passé en Proof of Stake, ce qui veut dire eh bien, que l'Ethereum n'est plus minable avec un GPU. Alors ça a des conséquences très importantes au niveau du nombre de GPU qui vont se retrouver sur le marché de l'occasion d'ici peu, tout simplement parce que le minage de crypto-monnaies depuis le merge de l'Ethereum, eh bien, n'est tout simplement plus rentable pour une énorme partie des mineurs. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte avec le minage de crypto-monnaies, et je pense qu'il y avait pas mal de monde qui pensait qu'il y aurait quelque chose qui prendrait la relève de l'Ethereum une fois que celui-ci allait disparaître, qu'ils allaient juste aller miner une autre crypto-monnaie. Alors, c'est totalement impossible, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué par le passé. En gros, même si on regroupe toutes les autres crypto-monnaies qui sont minables par GPU, eh bien ça ne représentait que environ 5 à 10% de la puissance de calcul qui était mise sur l'Ethereum. Donc bien évidemment, avant que l'Ethereum ne soit plus minable, il y avait certaines crypto-monnaies qui étaient rentables à miner, et une fois qu'on enlève le minage d'Ethereum de l'équation, eh bien toute cette puissance qui était concentrée sur le minage de l'Ethereum se redistribue, ou essaye de se redistribuer sur les autres crypto-monnaies, et bien évidemment, celles-ci deviennent automatiquement, elles sont plus rentables en fait. Puisque tout simplement, ce n'est pas le nombre de mineurs ni le hash rate qui est déployé sur une crypto-monnaie qui va créer sa valeur. Vous pouvez ramener autant de monde que vous voulez sur une crypto qui ne vaut rien et tous la miner ensemble, ça ne va pas faire monter sa valeur pour autant. C'est généralement tout simplement l'inverse qui se produit. L'Ethereum avait une valeur par rapport aux autres crypto-monnaies, et comme elle avait une valeur plus haute, eh bien les mineurs venaient la miner en grand nombre. Effectivement, du coup, c'était rentable. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, on ne pourrait pas avoir une nouvelle crypto-monnaie qui débarque ou une existante, qui prenne énormément de valeur pour une raison ou une autre, et du coup qui deviendrait rentable en minant avec son GPU. C'est pas totalement impossible, mais pour l'instant, il n'y a aucune autre crypto qui soit assez costaud pour encaisser vraiment cette puissance de calcul qui se retrouve là sans rien à miner entre guillemets. Et il n'y a qu'à faire un tour sur les sites de calcul de rentabilité du minage de crypto avec un GPU, comme par exemple sur What2Mine. Si on prend l'exemple de l'électricité à 0,17 €, c'est calculé en dollars, mais si on compte que le dollar et l'euro sont plus ou moins à parité, on est à peu près au bon niveau, une 3080 à l'heure actuelle,
eh bien c'est déjà déficitaire, hein. On n'a rien d'intéressant à miner avec, on perd de l'argent en minant de la crypto, et sur d'autres sites de calcul, hein, c'est exactement pareil, hein. On n'a quasiment aucun GPU qui affiche une rentabilité intéressante qui voudrait donner à qui que ce soit envie d'investir pour l'instant. Et quand on sait en plus que le prix de l'énergie et de l'électricité va encore grimper d'ici quelques mois, il y a vraiment quasiment aucune raison de vouloir continuer de miner de la crypto à l'heure actuelle. Donc ça va être intéressant de voir du coup comment le marché va se comporter. Bon alors on commence déjà à voir débarquer des GPU sur le marché de l'occasion, mais je pense que ça va s'accumuler au fil des jours, hein, et on va finir par se retrouver avec beaucoup de GPU sur le marché, et en plus ça va être accentué dans quelques jours, hein, par l'annonce d'NVIDIA des nouvelles générations de GPU, qui va encore mettre un coup de pression sur le marché de l'occasion. Et ça va être aussi intéressant de voir comment vont s'adapter NVIDIA et AMD pour le marché du neuf et pour leur nouvelle génération de GPU, et je pense qu'on peut s'attendre à des trucs intéressant, on peut dire ça comme ça. Puisque transition, bien évidemment, alors Nvidia continue de faire du teasing, hein, pour la nouvelle génération sur Twitter, le Project Beyond, hein. Bon alors, bien évidemment, hein, tout semble pointer sur l'annonce des GeForce 4000 pour le 20 septembre, puisqu'en coulisses, on voit aussi débarquer des photos de boîtes des futurs GPU, hein, les 4090, on a aussi vu des cartes comme le modèle de chez Zotac ici, qui a un look intéressant, on va dire ça comme ça ne plaira pas à tout le monde, hein, mais c'est clairement différent des rectangles habituels, hein, donc il y en a peut-être qui vont trouver ça sympa. Par contre, on voit aussi que la carte est très épaisse. On a aussi vu des cartons de boîte en provenance de chez Gigabyte, avec quelques petites photos qui ne montrent pas grand-chose. On a aussi Gigabyte qui a enregistré 11 modèles de RTX 4090, donc il va y en avoir beaucoup. Et on a aussi vu passer aujourd'hui un modèle de carte de chez Galax, qui sera très probablement leur RTX 4090 aussi, avec encore une fois un design intéressant. Et pour rappel, Galax c'est KFA2 chez nous. Alors, de ce que l'on voit du design de ces cartes, pour les 4090, je pense qu'il est évident que ça va consommer et chauffer beaucoup, sinon les cartes ne seraient pas aussi épaisses. Et comme on s'y attend depuis un bon moment, depuis la sortie de la 3090 Ti en fait, la 4090, de base, il y a de fortes chances que ça consomme environ 450 watts. Et l'autre rumeur du moment au niveau de la gamme RTX 4000, que l'on pourrait avoir avant la fin de l'année, eh bien c'est qu'on aurait 3 modèles de cartes. On aurait bien la RTX 4090, on aurait la RTX 4080 16 Go et une RTX 4080 12 Go. Et si on regarde les specs d'un petit peu plus près, ce que l'on observe, c'est que l'on aurait du coup 3 cartes basées sur 3 puces différentes. On aurait la 4090 basée sur le AD102, la 4080 16 Go sur le AD103, et la 4080 12 Go sur le AD104. Alors c'est différent de ce que l'on a connu sur la gamme actuelle, puisque sur la génération Ampère, la 3090 et la 3080 étaient toutes les deux basées sur le GA102, ce qui faisait aussi que la 3080 et la 3090, en performance en jeu, en dehors de cas spécifiques, étaient au final relativement proches. Et bien là, ce que l'on note d'emblée, c'est que l'écart entre la 4090 et la 4080 sera beaucoup plus important que ce que l'on a connu sur la génération Ampère. Et en ce qui concerne la 4080 12 Go, alors on va voir ce qui va se passer, si elle va vraiment s'appeler comme ça, ou si ce sera une 4070, puisque normalement, le AD104, enfin la puce 104 chez Nvidia, traditionnellement, depuis quelques temps, c'était quasiment toujours la gamme 70. Alors après, bien évidemment, au niveau de la segmentation, Nvidia, ils font ça comme ils le veulent, Ils peuvent tout à fait changer leur façon de faire, pour une raison ou une autre, que ce soit du marketing, que ce soit une histoire de coût. Bon, ils arrangent ça à leur sauce, je dirais que c'est eux que ça regarde. Par contre, au niveau de la gamme en elle-même et au niveau du lancement, ça voudrait dire plusieurs choses si Nvidia part bien sur une 4080 12 Go. Et là, ce serait purement marketing, puisque on aurait la 4090 qui serait au-dessus de tout le reste, ça, pas de grosse surprise là-dessus. Au niveau du tarif, elle coûterait très certainement soit le prix de la 3090 à sa sortie, ou voire même le prix de la 3090 Ti à sa sortie, c'est-à-dire aux alentours des 2000$. C'est pas impossible du tout. Par contre, le fait d'avoir 2 modèles de 4080, eh bien ça permettrait déjà à Nvidia de vendre
l'AD103 aux alentours des 1000 $ pour le modèle le plus puissant de la 4080, 16 Go, et d'avoir un modèle moins cher en dessous, qui coûterait du coup le tarif de la 3080 à sa sortie, à savoir environ 700 $. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si c'est la puce qui est généralement utilisée pour faire la gamme 70, et bien quelque part on aurait une augmentation déguisée du tarif de la gamme 70, puisqu'en gros cette 4080 n'en serait pas réellement une, même si, encore une fois, Nvidia décline leur gamme comme bon leur semble. Et ce choix de faire une 4080 12 Go à la place d'une 4070, eh bien c'est aussi peut-être tout simplement parce qu'il reste beaucoup de GPU RTX 3000 à écouler à l'heure actuelle. Et du coup d'avoir uniquement les plus grosses cartes qui seraient plus performantes, voire similaires à la gamme actuelle, puisqu'en gros, la 4092 Go, au niveau des perfs, ça devrait s'approcher de la 3090 Ti. Si elle est proposée aux alentours des 700 balles, Nvidia pourrait tout à fait dire c'est une carte plus performante que la 3090 Ti et elle est moins chère. Et ça permet aussi du coup à la 4080 de ne pas cannibaliser le tarif de la 3090 ou de la 3090 Ti actuelle, qui pourrait toujours être proposé à un tarif plus élevé, rien que parce qu'elles ont le double de RAM. Et en plus de ça, ça permettrait également de maintenir les 3070, 3060 Ti, enfin toute la gamme en GA104, à un tarif un petit peu plus élevé que s'ils sortaient la 4070 directement. Donc d'un point de vue marketing, d'un point de vue économique, eh bien tout ça, ça paraît plutôt logique. Par contre, pour l'utilisateur, ça le fait beaucoup moins. Et si on se dirige vraiment vers une 4080 12 Go à la place de la 4070, eh bien ça voudrait dire que la 4070 sortirait plus tard et serait moins performante que prévu. Après, ce serait peut-être le modèle de 4070 à 10 Go dont on a entendu parler il y a quelques temps. Mais bon, si sur la gamme RTX 4000 on part bien sur un découpage similaire à ce que l'on a vu là, il faut s'attendre à ce que l'on ait vraiment beaucoup de déclinaisons de RTX 4000 différentes au fil du temps. Si vous pensiez que la gamme 3000 on avait eu trop de modèles, je pense que sur la gamme 4000 ça va être encore plus n'importe quoi. Alors après au niveau tarifaire, on voit aussi des prix apparaître dans certaines boutiques actuellement. Encore une fois, tant qu'on n'a pas le tarif officiel de la part d'Nvidia, tous ces tarifs sont complètement inventés. Ne les prenez pas pour argent comptant. C'est complètement pipeau la plupart du temps, c'est juste là pour créer la page, pour la changer le jour de la sortie. Alors après, même si Nvidia décide d'avoir des prix très élevés au moment de la sortie, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir baisser par la suite. Puisque bien évidemment, pour les marques, il est beaucoup plus simple de baisser le tarif, même de façon non officielle par la suite, que de démarrer avec un prix trop bas et de se retrouver coincé. Donc bref, on peut s'attendre à un numéro d'équilibriste de la part d'Nvidia qui va essayer d'écouler les nouvelles cartes à un tarif le plus élevé possible dans un premier temps, pour essayer en parallèle de ça d'écouler les stocks de RTX 3000 qu'il reste, pour peut-être un réajustement tarifaire par la suite, avec des baisses de prix de façon officielle ou pas, ou voire de nouveaux modèles. Pourquoi pas le retour des RTX Super. Ils ont tout un tas d'options pour pouvoir faire d'autres déclinaisons, d'autres modèles de cartes par la suite. Et c'est aussi plutôt intéressant de voir que cette génération 4000 au final pourrait aussi ressembler à la génération 2000 par certains côtés, à savoir au moment de sa sortie, la génération 2000 chez Nvidia, elle faisait pas spécialement envie, surtout que les tarifs étaient pas vraiment hyper intéressants, surtout comparé au GTX 1000. Je pense qu'ici on pourrait avoir la même chose, une nouvelle génération RTX 4000, qui sera certes plus puissante, mais qui au niveau performance-prix pourrait ne pas spécialement donner hyper envie. Surtout si en parallèle de ça, sur le marché de l'occasion, on se retrouve avec énormément de RTX 3080, 90, voire les 3070, 3070 Ti, à des prix hyper compétitifs, qui mettraient en plus la pression sur ces mêmes modèles en neuf. Ça pourrait du coup donner beaucoup moins envie aux acheteurs de passer sur la gamme 4000 qui serait plus chère. Tout ça sans oublier bien évidemment qu'on a aussi AMD en embuscade à côté, qui s'apprête à lui aussi lancer sa nouvelle génération de GPU. Bon, ça va être intéressant de voir dans les mois qui viennent ce qu'il va se passer réellement, même si je pense qu'au niveau tarifaire, les deals les plus intéressants, ce sera très certainement sur l'occasion que ça va se passer. Et sur le marché du neuf, on a aussi des petites baisses de prix qui continuent d'arriver au fil du temps. Petit à petit, les prix continuent de baisser. Donc bref, le marché du GPU dans les jours et semaines qui viennent, ça va être un gros bordel, je pense.
Et si vous êtes là à attendre pour acheter quelque chose, je pense qu'il faut vraiment guetter le marché de l'occasion ou les quelques bons deals qui vont forcément arriver aussi du côté du neuf. Il y aura très certainement à des moments des promotions intéressantes. Après, c'est à vous de voir si c'est vraiment intéressant pour vous ou pas. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui au niveau des dernières rumeurs et des dernières actus du côté du marché des GPU principalement. Et on attend bien évidemment l'annonce officielle des RTX 4000 maintenant dans 4 jours. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, comme d'habitude, ça aide concrètement la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!